Bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez. Et revoilà Agora, après un temps de silence radio indépendant de notre volonté. Aujourd'hui, sur notre plateau, un écrivain qui sait ce qu'il écrit, puisqu'il est spécialiste du métier dont il sera question tout à l'heure. Pourquoi les bâtiments s'effondrent dans les capitales africaines? Réponse, ce sera tout à l'heure avec Moussa Dambélé, architecte diplômé, très expérimenté dans l'exercice de la profession. Le portrait de notre invité du jour. Architecte de profession, écrivain par passion et fervent défenseur de la culture africaine par conviction, Moussa Dambélé a plus d'un tour dans son sac. Natif de Saro dans la région de Ségou, il développe dès son jeune âge un amour profond pour la nature, les formes, les structures, mais surtout pour les mots. J'ai publié depuis 2002 dans les revues scientifiques, notamment la revue des urbanistes du Japon. J'ai publié là-bas sur la ville de Djenné. Et aussi, il y a un livre, il y a une conférence qui s'est tenue aux États-Unis sur la question des espaces africains où j'ai participé et j'ai publié là-bas aussi. Et j'ai publié aussi sur d'autres documents scientifiques qui parlent des villes. Donc forcément, moi j'étais amené, cet exercice m'a amené dans ce qu'on peut appeler la littérature de la ville, la littérature de l'architecture. Brillant élève au lycée de Badlabougou, il obtient une bourse de l'État malien après le baccalauréat, direction la Chine pour concrétiser un rêve, devenir architecte. À l'université Tsinghua, il décroche un master en architecture avant de poursuivre son aventure académique à l'Institut technologique de Kyoto au Japon, où il obtient un doctorat en modernisation de l'architecture des villes africaines. Et c'est dans ce contexte que je me suis beaucoup intéressé au devenir des villes africaines. Et j'ai fait beaucoup d'investigations de l'architecture et des villes africaines. Et cela aussi m'a permis de faire des enseignements. J'ai enseigné dans beaucoup d'universités en Asie, en Afrique, et tout dernièrement, j'ai eu l'honneur de travailler comme directeur général de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, dont le siège est à Lomé et qui regroupe 14 pays, dont le Mali. Après plus d'une décennie de carrière en Asie et 9 années à la tête de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, Moussa Dambélé signe un ouvrage scientifique remarqué. Pourquoi les bâtiments s'effondrent dans les villes africaines? C'est pour un peu attirer l'attention de tous les acteurs, que ce soit les populations, que ce soit les professionnels du bâtiment et que ce soit même les autorités, pour que nous sachions qu'il y a un malaise dans le processus de l'élaboration des bâtiments. Et cela est propre aux villes africaines. Par exemple, au Japon, si un bâtiment s'effondre, et on sait directement que les causes sont limitées à un niveau donné, côté structurel. Mais chez nous, c'est tout un processus. Et ce processus doit être vu et amélioré. Foncièrement attaché à ses racines maliennes, il puise son inspiration dans la diversité culturelle du continent africain qu'il considère comme un socle de créativité et de renaissance. Et quand nous prenons notre culture, nous avions une éducation qui était assise dans le passé. Et c'est ce que nous retrouvons jusqu'à présent dans les villages ou bien dans les choses, telles que les sociétés secrètes. Et aujourd'hui, les gens font carrément race de ces choses-là, comme si ces choses n'ont pas de sens, telles que les communs, c'est des associations des hommes, d'initier l'homme à des réalités, mais aussi une formation pour affronter la vie. Donc c'est tout ça qui, au finish, va constituer un truc de l'architecture. Donc quand nous parlons de l'architecture, ce n'est pas seulement les bâtiments, c'est tous les esprits qui
élaborent les bâtiments. À 59 ans, père de famille et lauréat du prix ambassadeur culturel de la préfecture de Kyoto, il dirige aujourd'hui le bureau d'architecture internationale et design. Mais au-delà du savant et de l'écrivain, Moussa Dambélé reste un pédagogue engagé. Son regard se tourne désormais vers la jeunesse africaine à laquelle il adresse un message. Il faut lire. Et j'ai toujours dit ça aux jeunes qu'il faut toujours chercher les savoirs. Donc le savoir est dans la lecture. Il faut être patient avec la lecture, lire beaucoup d'auteurs pour pouvoir faire soi-même sa propre synthèse. Entre plans et pages, béton et poésie, Moussa Dambélé bâtit des ponts entre deux mondes, celui de la pierre et celui de l'esprit. Bienvenue, Monsieur Dambélé, pour vous interroger notre fidèle compagnon, oui. Mamadou Dia, docteur Mamadou Dia, critique littéraire et moi-même. Oui. Et inéquivoque à lever d'emblée. Oui. Vous titrez oui. Pourquoi oui. les bâtiments s'effondrent dans les capitales africaines. Héritage des pratiques de l'architecture coloniale en Afrique de l'Ouest. Oui. Fin de titre. Un sous-titre accusateur ou complémentaire? Oui, les sous-titres accusateurs ou complémentaires, je voudrais à peu près braquer le projecteur sur les causes plausibles parce que moi j'ai beaucoup fait l'investigation des malaises de l'architecture que nous vivons aujourd'hui, dont les causes partent de la période coloniale. Donc je ne vais pas dire que c'est uniquement cela, mais il faut qu'on regarde ça pour pouvoir savoir corriger maintenant le tir. Et le sous-titre par rapport au titre, oui. Il est accusateur ou il est complémentaire? Il est complémentaire. Il est complémentaire. Voilà. Et dans le livre, vous épinglez 3 dimensions. Oui. Recherche des valeurs du patrimoine architectural en Afrique, Oui, oui. L'équation de la formation professionnelle, Oui. Et la problématique oui. d'adéquation profession-employabilité. Justement. Tout un fleuve de débats. Justement. Mais voudriez-vous rendre intelligible chacune de ces 3 dimensions pour ceux qui nous suivent? D'accord, merci beaucoup. Merci pour votre intérêt sur le sujet. Et pour les problèmes posés, pourquoi les bâtiments s'effondrent dans les villes africaines, donc j'ai trouvé bon de poser une question, une bonne question. Et la réflexion, au fil du temps, permettra de solutionner ce problème. Parce que ce problème, il est toujours là, et il va se produire encore. Donc, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Et donc, j'ai vu rapidement, à travers ces quelques points, d'abord, l'Afrique, le Mali en particulier, nous sommes d'une civilisation ancienne qui a eu à bâtir des villes jusqu'à présent qui existent et qui a vraiment des secrets. Est-ce qu'il ne va pas falloir que nous regardions ces patrimoines pour nous inspirer des villes aujourd'hui et de l'avenir? C'est pourquoi j'ai vraiment trouvé bon de jeter un regard rétrospectif sur le passé architectural. Dans ce passé architectural, comme vous le voyez, bon, c'est la théorie qui prévaut beaucoup, c'est l'architecture des terres. Donc, quand nous parlons de l'architecture des terres, déjà, certains se limitent aux matériaux tout court, alors qu'il y a toute une culture derrière les matériaux terres. Et là, c'est ça qui a permis de construire de grands édifices. Aujourd'hui, jusqu'à présent, des édifices qui sont des masterpieces de l'architecture mondiale, telle que la mosquée de Djenné, dont l'élaboration est respectée à des règles. Tantôt, vous avez dit dans l'introduction que l'architecture concerne beaucoup de choses, y compris les sociétés secrètes. C'est la formation même de l'homme qui est en jeu. Il y a une formation matérielle, mais aussi il y a une formation spirituelle. Donc c'est ça que nous devrons retourner et essayer de comprendre pour pouvoir, pour beaucoup nous préparer par rapport à la préparation des bâtiments d'aujourd'hui et demain. En ce qui concerne la formation c'est le socle de tout ce que nous disions en architecture. La formation des architectes est aussi très importante, il faut regarder, et ça doit se faire dans le contexte africain aussi.
Parce que chaque ville, chaque architecture évolue par rapport à ses réalités. Et ça, c'est à travers, au niveau de la formation, que nous devrons faire comprendre cela aux jeunes, aux étudiants. Donc, une bonne formation permettra aussi à une incidence directe sur les causes des bâtiments qui s'effondrent. L'école dont je venais effectivement de diriger, nous avons beaucoup fait pour pouvoir redresser et ramener la formation de l'architecture, l'urbanisme dans le contexte africain. Et encore, l'autre dimension maintenant, c'est l'organisation des bâtiments, c'est la gestion. J'ai appelé ça la gestion et le management des savoirs. Et ça aussi, parce qu'actuellement, ce que nous constatons actuellement, nous sommes à la phase de la globalisation, de mondialisation. Il y a tous les produits qui nous reviennent, toutes les pratiques, tous les clichés tombent entre nos mains. Donc, il faut vraiment que nous sachions maintenant un terrain régulé, une régulation. Et là, c'est dans ce cadre que le management intervient beaucoup. Et qui doit faire, par exemple, les plans, qui doit faire, par exemple, les villes. Et chaque acteur doit jouer convenablement son rôle pour que les bâtiments on puisse éviter ces phénomènes de bâtiments qui tombent. Voilà à peu près ce que j'ai essayé de brosser dans mon livre et que vous avez vu tout à l'heure. Oui, M. Dembélé, pourquoi c'est si différent dans les formations et les pratiques en Afrique et ailleurs? Oui, les formations, c'est beaucoup différent en Afrique parce que, comme vous le savez bien, la formation moderne en architecture, on peut dire qu'elle se trouve dans un stade, elle est très nouvelle. Parce que ce n'est qu'à partir des années de l'indépendance, spécialement vers les années 1975, que les pays africains ont songé à créer une école d'architecture. Avant, pendant la période coloniale, jusqu'à après les indépendances, c'était des architectes étrangers qui venaient, notamment des architectes français qui venaient directement et de faire leurs prestations. Et donc, ce phénomène a influencé d'autres pratitionnaires aussi du domaine. Et la formation proprement dite, on peut dire que ça a pris un peu du retard par rapport aux pays asiatiques qui ont commencé depuis le 19e siècle, l'élaboration des écoles d'architecture. Donc, après avoir élaboré maintenant, je pense, j'ai beaucoup cité cette question de formation pour qu'on y regarde beaucoup. Jusqu'à présent, je pense que c'est déjà un débat qui est en train de se faire pour que cette formation puisse être adéquate et puisse satisfaire effectivement aux besoins de construction des pays africains en termes de matériaux, en termes d'esprit, et ça c'est très important. Je viens de dire tout à l'heure que nous sommes un pays lourdement, avec l'esprit est très fort, la spiritualité. Nous devrons tenir compte au cours de la formation pour que les architectes puissent répondre effectivement aux besoins des populations. Et vous l'avez dit, l'ouvrage se veut un outil de diffusion des connaissances, et des savoirs et des savoir-faire, mais aussi une alerte. Une alerte, Une alerte. Mais est-ce que ce n'est pas trop dense comme forêt d'objectifs et pour un seul ouvrage? Oui, trop dense en ce sens que les causes, parce que j'ai un objectif. Moi, mon objectif, c'est d'assainir. C'est d'assainir les pratiques architecturales. Maintenant, pour assainir les pratiques architecturales, je pense qu'il faut une adéquation d'un certain nombre de facteurs. Et on ne va pas prendre tout, mais on aura besoin quand même d'explorer et de prendre ce dont on a besoin pour qu'aujourd'hui et demain, les bâtiments, les pratiques architecturales puissent être menées de façon adéquate et saine. Et vous avez opté pour, je trouve quand même l'ouvrage un peu plus technique. Est-ce que vous n'auriez pas pu trouver une autre posture pour rendre plus intelligible pour le plus grand nombre? Oui, effectivement, vous avez raison. L'ouvrage est technique parce que quand j'ai réfléchissais à l'ouvrage, beaucoup,
Moi, je donnais des cours de l'histoire des villes et la typologie de l'habitat aux étudiants. Et j'ai beaucoup aimé ces cours parce que j'ai fait ces constats. Quand nous donnons des cours, nous faisons aussi des investigations. J'ai trouvé que les problèmes dans les 14 pays, il y a beaucoup de similitudes. Donc, il fallait aussi trouver quelque chose pour leur donner quelques bases. Parce que quand on demande, par exemple, l'architecture africaine, beaucoup de personnes se perdent. Donc, c'était au moins un premier pas. Ce livre peut être utilisé par les étudiants de l'architecture et aussi par des personnes qui s'intéressent un peu à l'architecture, qui veulent un peu comprendre dans cette notion de technicité. La technicité, ça peut se comprendre. Étant donné que moi-même, mon background, c'est à partir des recherches scientifiques que j'ai développées, ces valeurs de l'architecture africaine. Donc, j'ai voulu aussi partager ça avec les lecteurs. C'est l'heure du duo des initiés. Oui. Entre vous, donc, Dr Dia. Je commence par les éléments paratextuels. Oui. Quand on voit la couverture, Oui. on sent un contraste. OK. Contraste au niveau des couleurs. OK. Des couleurs vives, attrayantes, Oui, oui. qui sont en contraste avec des couleurs sombres. OK. Ensuite, deuxième niveau de contraste, Oui. une jolie maison, un joli bâtiment, Oui. et puis un effondrement à côté. Oui, oui. Maintenant, selon vous, la responsabilité, ce contraste-là crée une sorte de conflit entre l'espoir et le désespoir en matière de construction en Afrique. Oui. Maintenant, ce contraste interpelle qui ou quoi? D'accord, merci. Merci pour cette remarque pertinente. Un contraste, c'est tout le fond du problème, parce que l'architecture, telle que nous la vivons aujourd'hui, ici, en Afrique, c'est l'architecture, dans notre jargon, c'est le moderne que nous sentons. Le moderne est entré chez nous. Le moderne, en principe, est censé de rendre notre vie meilleure, de rendre la société plus harmonieuse. Mais la manière dont ce moderne est entré chez nous, sans que nous-mêmes, nous ne fassions pas le choix de ce moderne, c'est ça qui est le problème. Et c'est ça qui est le conflit. Et c'est ce qui explique un peu cette rupture. J'ai dit toujours cela, comme il y a une dichotomie entre le moderne et la tradition. Alors que nous plaidons pour une réconciliation. C'est ça, mais s'il y a une réconciliation, le moderne qui vient doit se fonger sur l'esprit traditionnel. C'est un document de 181 pages et réparti sur 6 chapitres. Oui. Le chapitre 4, c'est le chapitre le plus volumineux. Okay. Ça fait à peu près 30 et quelques pages. Okay. Ça commence à la page 83 et prend fin à la page 110. Oui. Et le titre de ce chapitre, c'est Formation à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. C'est ça. Maintenant, la question, est-ce que le déséquilibre entre les chapitres et puis le fait que le chapitre 4 est le volume le plus élevé, est-ce à dire que la thématique abordée ici est la thématique centrale de l'ouvrage? Le chapitre 4 est le chapitre le plus volumineux parce que naturellement ou bien spontanément, il s'est avéré que j'ai voulu dire beaucoup de choses par là. Moi-même étant un éducateur et à la fois un praticien, donc j'ai essayé de poser toute la problématique de la formation professionnelle, formation universitaire. Parce que tous ces problèmes se cachent aujourd'hui derrière la formation. L'architecture est là aujourd'hui et il y a aussi la formation universitaire. Et donc, il faut vraiment... Il y a même la formation vocationnelle. Donc, dans les temps, c'était la formation vocationnelle. On apprenait les artisans à faire ce qu'ils doivent faire. Et encore la formation technique et la formation
professionnels est venu et le système LMD, tout est arrivé aujourd'hui. Donc c'est tout ça que j'ai voulu un peu explorer et tracer un peu une ligne pour dire qu'effectivement, dans cette formation aussi, nous devons beaucoup regarder et ne pas oublier et orientons-nous sur les contenus ou bien les concepts de l'esprit africain. Et naturellement, c'est ce qui est arrivé à faire que ce chapitre est le plus long, parce qu'il contient beaucoup de choses. Je pense que je n'ai pas pu tout dire. Et c'est le débat, il y aura certainement beaucoup d'autres améliorations par rapport à ça. Le livre a été préfacé par le professeur Bourema Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il écrit dans sa préface, les pages 11, les réflexions que suscite la deuxième dimension soulèvent des questions de la formation professionnelle qui dominent les débats de l'enseignement supérieur en vue de faire de celle-ci le moteur de développement des nations africaines. C'est ça. Ce passage. Dans ce contexte, l'adéquation entre la formation et l'employabilité dans le secteur des bâtiments apparaît comme une condition sine qua non du succès de l'industrie des bâtiments pour accompagner l'urbanisation rapide des villes africaines. Ce dernier passage, est-ce une interpellation ou une dénonciation? C'est un résumé à peu près de ce que nous venons de discuter tout à l'heure, effectivement, parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons toute la sphère, toutes les sphères de développement, notamment les questions de fabrication des choses, c'est la formation. Il faut qu'il y ait des professionnels capables de faire un travail donné. Donc c'est cette formation qui est posée en jeu, cette formation qui s'obtient par la formation professionnelle. Et là, l'enseignement aujourd'hui, c'est aujourd'hui délivré par l'enseignement supérieur. Et je pense que le ministre a voulu effectivement s'attarder sur ce passage pour que effectivement l'enseignement supérieur puisse jouer effectivement ce rôle de moteur du développement. Parce que quand les jeunes sont bien formés, eh bien, on ne peut pas parler de chômage. L'Afrique, rien n'est fait encore en Afrique. Si rien n'est fait et que les jeunes ont la compétence, l'Afrique va aller de loin. Donc, c'est tout ça que moi, j'ai essayé aussi de brosser, de toucher un peu au niveau de la formation. Que la formation des architectes, la formation des professionnels, c'est vraiment un domaine délicat. Un domaine délicat qui doit être orienté selon nos réalités, etc. Oui. Mais quand on voit la pertinence des propos du ministre, bon, le préfacier ministre, voilà. Donc, et quand on voit la réalité sur le terrain, dans les universités, dans les filières de sciences sociales ou autre chose, on a encore à des classes ou bien à des effectifs de 10 000 étudiants dans les universités, alors que le problème est pointé du doigt. C'est pourquoi je parle d'interpellation ou de dénonciation. Oui, bon, entre ces deux côtés-là, bon, peut-être on va dire interpellation, on interpelle toujours l'éducation, aujourd'hui est interpellée pour que ce que vous venez de dire par exemple, que les étudiants qui apprennent pour apprendre seulement, que ce n'est pas ça l'objectif. On apprend pour savoir quelque chose et savoir faire quelque chose. Donc, dans ce contexte, quand même, je pense que cette interpellation est posée à l'enseignement supérieur. Je pense que les autorités de l'enseignement supérieur, les enseignants, ils comprennent ça déjà. Moi, dans mon livre aussi, je l'ai beaucoup soulevé dans le cas particulier de la formation en architecture. Et je disais ça toujours aux jeunes, quand ils étaient diplômés à chaque année. J'ai dit à la cérémonie des diplômes, j'ai dit que nous, dans le domaine de l'architecture, nous ne connaissons pas le mot chômage. Avec la compétence, la compétence, ça se consomme automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, rien n'a encore fait. Quand on parle de développement, et cela appelle au développement des villes, des bâtiments, etc. Et la réalité est que jusqu'à présent, l'ensemble des bâtiments que nous avons, ce n'est pas nous qui les faisons. Nous sommes beaucoup épaulés par d'autres spécialistes d'autres pays.
Donc, il était important de dire que la compétence dans la formation est nécessaire pour que nous puissions faire des villes que nous rêvons de demain. Oui, à ce niveau, si interpellation il y a, je crois que c'est l'interpellé qui devient interpellateur parce qu'il fait partie de la crème qui décide de ça. Oui. Ou bien? C'est bien ça. Voilà. Oui, toujours à l'enseignement supérieur, on le dit, parce que même dans les cours, on dit ça, que la formation, c'est pour qu'on interpelle la formation, pour que les étudiants aussi se réveillent, qu'ils sachent qu'ils sont les premiers à savoir que quand je vais pour apprendre quelque chose, mon objectif, c'est d'être capable de faire ceci et cela. Donc l'interpellation va aussi beaucoup au niveau des jeunes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le système LMD. Le système LMD n'est pas comme le système dans les temps où l'enseignant doit tout prendre l'étudiant pour l'amener. Non. Mais dans le système LMD, on donne une grande liberté à l'apprenant et de faire aussi ses propres recherches et d'aboutir à l'objectif. Donc, je pense que l'objectif, c'est ce qui est très important, qui est clair. Il faut qu'on soit capable de faire quelque chose. Il faut qu'on soit capable vraiment de bâtir. Et c'est ça un peu l'objectif de notre enseignement. Cela suppose qu'il existe un moule. Pour qu'on interpelle les apprenants, il faut qu'il y ait un moule déjà existant. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, il y a un moule existant et les apprenants sont interpellés. Sinon, ils peuvent rester, et comme il a dit, dans les écoles où il y a 300 ou bien 200 dans les amphithéâtres, s'ils ne se réveillent pas, ben, ils vont prendre les cours, avoir les notes, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et surtout quand on voit chaque année le lot de chômeurs, entre guillemets, que les écoles fabriquent. Pour ne pas dire que les écoles sont aujourd'hui des usines de fabrication de chômeurs, bon, alors qu'un secteur porteur est là, et qu'est-ce qui empêche de le développer? Oui, c'est ça. Bon, le problème de l'école, quand même, en tant que tel, il est complexe parce que selon les filières aussi, en tout cas en ce qui concerne la filière architecture, il est très précis. Quand on enseigne n'importe quel cours, on descend on est obligé de lier ça à la profession. Pour dire que quand vous serez des architectes et que vous étudiez les lois, un jour, voilà la situation qui va se poser. Ça, c'est dans le rôle de l'architecte. Donc l'étudiant comprend directement, je suis là, quand je sortirai, je serai architecte ou je serai urbaniste. Donc c'est ça l'enseignement par objectif, qui est donné, en tout cas dans les écoles d'ingénierie, et qui permet effectivement de faire éveiller l'étudiant et de ne pas le faire perdre quand même, de ne pas dormir, quoi. Je reviens avec quelque chose que j'ai lu sur les réseaux. Je cite intégralement. L'hôtel des rails de Caille, en face de la gare, a été construit en 1865. En pierre et terre. La question, ces bâtiments, on dit que ce bâtiment est en bon état à présent, 1865, soit 161 ans. Après, le bâtiment garde toute sa solidité. Maintenant, la question, est-ce que les politiques actuelles de construction constituent aujourd'hui un échec en Afrique? Bon, comme vous avez fait référence à l'hôtel des rails de Caille, et ça a été construit pendant... 1865, on dit. En 1865. Oui, on dit 1865. Ok, 1865, oui, et construite en pierre. Oui, en pierre et en terre. Et en terre, des matériaux, voilà. Donc, c'est ça un peu, ça c'est des exemples. C'est des exemples même que nous cherchons des matériaux locaux. La question des matériaux se pose ici. Et la question aussi des artisans qui se pose là. Il y a beaucoup de bons exemples, comme moi aussi j'ai cité dans les livres, la mosquée de Djenné, c'est à peu près la même chose qui a été construite en terre et par les artisans locaux. Et c'est ce savoir que nous plaidons pour faire la promotion. Je pense que cet hôtel, effectivement, c'est un bon exemple. Si ça ne souffre d'aucun problème et que ça a été construit par les matériaux de chez nous. Et il faut voir aussi avec les questions des changements climatiques, naturellement,
que quand vous êtes dans un tel édifice, vous ne souffrirez pas, vous ne serez pas soumis à l'utilisation excessive des climatisations, donc des consommations de l'énergie fossile, etc. Donc il y a effectivement des bons exemples que dans l'enseignement même, nous cherchons, nous répertorions et c'est enseigné dans les écoles. Oui, monsieur Damele, c'est justement à ce niveau que je ne comprends pas votre titre. Oui. Et il a évoqué le cas de Caille. Oui, oui. Et le titre de votre ouvrage, oui. Pourquoi les bâtiments s'effondrent dans les capitales africaines. Dans les villes africaines. Dans les villes africaines. Oui. Héritage des pratiques de l'architecture coloniale en Afrique de l'Ouest. Oui, Est-ce que c'est les bâtiments qui s'écroulent qui constituent l'héritage colonial ou qu'est-ce qui constitue l'héritage colonial? Puisqu'il y a quand même les bâtiments généralement construits par les colons, c'est des bâtiments très solides. Oui, oui. Merci pour cette parenthèse. Je pense que beaucoup ont cette confusion dans la tête, mais il n'y a pas de confusion possible. Et les bâtiments coloniaux, nous l'avons beaucoup étudié. Hein. Ce sont des bâtiments robustes. Je ne vais pas faire un peu les cours par rapport à ça. Mais ce que moi je voudrais dire ici, c'est les pratiques architecturales que nous avons héritées aujourd'hui. Les pratiques que nous avons héritées aujourd'hui sont aussi venues avec une certaine modernisation. On ne dirait pas que tout est mauvais. Mais c'est venu avec une certaine modernisation et avec tous les processus qui a suivi, qui a abouti à un certain dérapage. J'ai dit tantôt, quelque part, là, le dérapage du modernisme. Bon, ça, c'est un terme, on peut dire, quand nous parlons de modernisme déjà, vous allez dire que c'est un terme très technique. Mais le modernisme, c'est ça un peu l'esprit du modernisme. Le modernisme est venu. Il y avait à un certain moment, il y avait même ce qu'on appelait le style international. En modernisme. C'est ce qu'on disait que ce qui est beau aux États-Unis est forcément beau au Mali, etc., etc. Justement, nous élevons contre cette logique. Tel n'est pas toujours vérifié chez nous aujourd'hui, dans l'état des faits. Un peu l'universalisme. Voilà. Quoi. Depuis, j'ai dit dans mon ouvrage que depuis en 1964, avec les livres d'architecture without architect, publié par un notaire, c'est en 1964, que même les spécialistes en architecture ont commencé à comprendre que le tout moderne n'est pas la bonne solution partout. Je pense que le livre veut un peu parler de cela. Donc, dans les cas précis, avec l'architecture coloniale aussi, cela se vérifie normalement. Parce qu'avec l'architecture coloniale, tout ce que nous voyons, c'est uniquement tout ce qui était importé. Et on ne voyait rien par exemple, on ne voyait pas, c'est-à-dire on ne nous laissait pas les trucs de développer l'esprit local. Au moment de la colonisation, par exemple, certains bâtiments coloniaux ont connu effectivement l'apport des artisans en ce moment. Mais actuellement, tout ça, il y a déjà une fluctuation de tout cela. Cela ne se produit plus. Donc, je peux dire que les politiques actuelles sont en train vraiment d'aller vers une certaine difficulté et que le livre essaie de soulever. À la page 35, oui. À partir de la fin du deuxième paragraphe, vous faites allusion à l'habitat chez les Dogons. Oui, oui. Vous écrivez, ce concept de base est partagé par les différentes communautés et les groupes ethniques d'Afrique de l'Ouest. C'est ça. L'habitation de l'ethnie Dogon au Mali est la métaphore du corps humain couché avec ses éléments constitués comme le vestibule, tête, le tronc, la cour, tronc et les chambres, membres. De ce fait, cette habitation représente les ancêtres mythologiquement considérés comme sacrés dans l'association formelle de l'espace architectural. Donc, ici, vous faites allusion à la relation entre habitation et, si vous voulez, la spiritualité. Et voilà. Mais au-delà de cet aspect, nous constatons aussi que les effondrements des bâtiments sont rares dans le milieu Dogon. Et pourtant, c'est des constructions en pierre. Et parfois, même, on a l'impression qu'il n'y a même pas de ciment entre les joints. Donc, qu'est-ce qui explique cette solidité? Est-ce scientifique
ou bien est-ce un rapport avec la spiritualité? Merci beaucoup. Oui, effectivement, je pense que c'est quand mon document est un peu organisé, il a dit que c'est trop technique, c'est ça un peu, c'est sur les fonctionnalités. Donc, comme nous parlons beaucoup de patrimoine, dans les bouquins, dans l'ouvrage, je me suis dit, il faut au moins expliquer un peu. C'est de cela que je suis revenu à ce niveau, à expliquer la composition spatiale de l'habitat qui est aussi un patrimoine. Donc, c'est dans cette explication qui est déjà aujourd'hui décrite dans beaucoup de livres et qui est aussi dans beaucoup de pays. Je pense que l'habitat Dogon, on s'est dit dans les livres, on les retrouve aussi un peu au nord du Togo, aussi les Timberman, etc. Donc, c'est déjà, ça, ce sont des faits qui entrent aujourd'hui dans le patrimoine mondial. Et nous sommes même connus avec ce savoir que les autres viennent apprendre chez nous. Et je voudrais effectivement attirer l'attention sur ces compositions pour dire aux uns et aux autres que voilà, nous avons déjà une manière de faire, d'organiser l'espace. Construire l'espace selon une réalité, hein, selon une mentalité, une cosmogonie même. La cosmogonie, c'est la manière de comprendre l'espace, etc. Et cela existait, mais c'est avec la modernisation que nous ne voyons plus tout cela. Est-ce que vous voyez? Donc, ou alors les causes qui peuvent aussi s'agir sur les causes des bâtiments qui tombent. Parce que quand nous voulons faire l'architecture d'une ville, il faut qu'on se situe dans le contexte africain. Et voilà, j'étais obligé un peu de détailler un peu l'architecture africaine, selon les ethnies, selon les typologies, etc., comme je l'ai fait dans les cours. Donc, à vous suivre, oui. La modernisation oui. aujourd'hui oui. est-elle un danger, un risque, un recul? Non, ce n'est pas un recul. Mais la modernisation, on ne peut pas le laisser comme ça, aller sans le maîtriser. Dans tous les pays, c'est comme ça. Quand la modernisation vient, c'est des idées, c'est des idéaux. Maintenant, si ça vient dans un pays, c'est maintenant à nous, aux acteurs de ce pays, et de voir maintenant comment faire la réconciliation entre les éléments de cette modernisation et les éléments authentiques du terroir. Donc, cela, c'est tout à fait important que nous-mêmes nous sachions quels sont les éléments authentiques de notre terroir. C'est pour ça que nous parlons toujours de l'espace, nous allons parler de l'espace, nous parlons aussi des mosquées, etc. Nous ne sommes pas contre la modernisation, mais nous sommes pour une modernisation bien réfléchie. Alors, j'avais abordé l'aspect spiritualité. Oui. Et c'est vrai que vous n'êtes pas encore allé en profondeur. Oui. Mais vous abordez cet aspect-là encore à la page 44. Oui. À la page 44, oui. La fin du premier paragraphe. Oui. Vous écrivez « Une autre phase importante oui. est la plus complexe est la connaissance spirituelle de la profession, oui, oui. qui inclut la relation entre les mondes sacrés et profanes, oui, oui. la considération interpersonnelle et divine. Oui, oui. Voilà. Donc, je voudrais que vous nous expliquiez un peu oui. cet aspect-là. C'est-à-dire que la place du sacré oui. dans l'architecture, dans la construction. Oui, oui. Ouais. Effectivement, ça aussi, c'est dans le contexte de l'architecture du patrimoine. Quand j'ai pris mon masterpiece, la mosquée de Djenné, et ce n'est pas n'importe qui construisait ces mosquées. J'ai fait des investigations là-bas. Donc, c'était des maçons qui sont là et qui sont formés de génération en génération. Et dans cette formation, il y avait une formation phase matérielle et une formation phase spirituelle. C'est ce que je voulais relever. Et que, surtout ce qui nous a manqué dans notre développement, nous n'avons pas pu valoriser ces aspects. Nous avons pris la chose sur le côté matériel uniquement, mais le côté spirituel a été abandonné. Est-ce que c'est pas ça aussi qui constitue l'une des causes des bâtiments qui s'effondrent dans les villes? Voilà un peu pour me choisir un tout petit peu
pour cette question du spirituel et du matériel qui, j'ai déjà fait un article là-dessus déjà. Page 38, oui. Vous abordez la relation entre l'architecture et les mouvements littéraires et artistiques. Oui. La relation qui existe entre l'architecture et les mouvements littéraires. Oui, voilà. Les mouvements littéraires, les courants littéraires, les courants artistiques. Oui. Voilà, c'est ce que nous appelons les mouvements littéraires. Oui. Là aussi, je voudrais dire que l'Afrique est très importante pour l'architecture du point de vue mondial même. Parce que quand vous prenez les mouvements artistiques, depuis, l'impressionnisme, le surréalisme, pour venir jusqu'à... donc il y avait un certain nombre de mouvements qui sont venus, dont la plupart aussi se fondaient sur le symbolisme. Vous voyez? Et leur élément essentiel était le symbolisme, les symboles. Et l'architecture africaine, c'est ça qui anime effectivement l'architecture africaine. Et c'est pour dire en quelque sorte que même mondialement, les éléments de l'art africain sont ventilés. Mais malheureusement, c'est nous qui n'avons pas eu le temps de les appréhender et de nous les approprier. Donc, voilà un peu, c'est une réalité. Si vous prenez beaucoup de livres d'ouvrages d'art, vous allez voir ces symbolismes-là, que d'aucuns disent même que ça a été un peu copié de l'Afrique. Voilà. D'accord. À la page 131, oui. Vous abordez la question du droit de propriété de la construction. Oui. Donc là, je vais rapidement essayer de poser une question très profane. Mais vous écrivez d'abord, dans le domaine de la construction, la question de la propriété intellectuelle se pose. Elle est créée par les architectes et est généralement abordée. Dans de nombreux pays développés, la loi sur le droit d'auteur attribue cette propriété aux créateurs, sauf accord contraire. Donc, c'est-à-dire que c'est l'architecte qui est le propriétaire. Maintenant, moi, une question très profane. Moi, je construis ma maison et puis mon frère qui vient chez moi, il voit, il dit « Ah, mais ce plan-là, c'est bon. Hein? Donc, n'ai-je pas le droit de lui donner les documents pour qu'il fasse le même plan ?» Merci. Vous avez répondu à une de mes questions maintenant. C'est ça qui amène maintenant que les maisons vont s'effondrer. Donc, vous n'êtes pas parti par vous n'avez pas suivi la déontologie même de la pratique architecturale. Un bâtiment dans une ville, quoi que ce soit, ça engage des millions. Et c'est ce qui engage des millions, il faut suivre la loi, il faut suivre la pratique pour éviter tous les risques. Donc, c'est pourquoi j'ai fait allusion un peu à cette question des droits. C'est l'architecte qui a l'esprit du bâtiment. Maintenant, le propriétaire, lui, c'est lui qui a le maître d'ouvrage. Et il ne peut pas dire non, je vais changer. Ou bien il a fait 4 niveaux, moi je vais faire 6 niveaux. Voilà, ça tombe un peu dans la réponse de cela. Et généralement, quand vous faites les investigations, c'est ça qui va faire que le bâtiment tombe et on va dire qu'on ne sait pas la cause et à qui. Donc c'est une question de pratique architecturale. On doit aller pour l'assainissement des pratiques architecturales et qui est effectivement, normalement, il faut qu'on voit aussi comment la modernisation s'est implantée chez nous, dans l'enseignement et dans la pratique. De toute façon, si vous êtes au bord du fleuve et que votre frère soit sur la colline, certainement les dons ne sont pas les mêmes. Effectivement, il y a tout cela. On doit en tenir compte. On doit faire une étude encore. Voilà. Et un plan répond à une étude bien donnée, à un esprit. Donc, si cela n'a pas été fait, donc on a toutes les chances que le bâtiment s'effondre. L'école africaine des métiers de l'architecture ne comprend aucun pays maghrébin et aucun pays anglophone. Oui, c'est ça. Bon, à la création de l'école, effectivement, à la création de l'école, les pays anglophones, historiquement, les pays comme le Ghana et tout ça, ils ont eu des écoles d'architecture un peu tôt. Le Maghreb aussi a eu ses écoles d'architecture. C'est vers les années en 1975 que les présidents ont trouvé bon de créer une école commune pour développer les villes, pour former les professionnels. Et c'est ce qui a été même la genèse de la création de l'EAMO. Et qu'aujourd'hui même, c'est le ministre malien qui est le président du conseil d'administration. Et moi, je suis parti là-bas en 2015.
Et avec ça, je pense que carrément c'est une école d'expression française. Mais il y a des pays de l'isophones aussi, la Guinée équatoriale et la Guinée, l'autre là, Bissau, voilà, la Guinée-Bissau. Donc c'était formé effectivement par les dirigeants africains dans les années 60-70 pour pouvoir former ces professionnels parce que réellement, ils voyaient venir que les besoins allaient se poser avec le développement urbain. Voilà. Merci, oui. Dr Dia. Oui. Et M. Dambélé, oui. vers la fin de votre portrait, oui. vous avez souhaité oui. voir une jeunesse malienne qui oui. dise, oui. Au moment où réseaux sociaux et intelligence artificielle règnent en maître absolu, avez-vous vraiment espoir d'être entendu? Oui. Oui, et effectivement, je pense que les réseaux sociaux, surtout l'Internet, j'ai toujours dit que ça doit faciliter ce que nous cherchons, mais ça ne doit pas remplacer la lecture classique. Et c'est quand même un conseil que je donne toujours aux jeunes, de lire beaucoup. Et surtout dans notre domaine, il faut beaucoup lire et il faut appréhender les clichés. Parce que c'est en lisant un auteur, un architecte par exemple, qu'on connaît toutes ces idées. Les grands architectes aujourd'hui sont connus. On fait lire ça aux jeunes pour qu'ils comprennent quelles sont les réalisations qu'ils ont pu faire dans leur pays. Et ça ouvre aussi leur esprit pour eux aussi d'essayer de savoir qu'un professionnel de ce calibre doit être capable de résoudre de grands problèmes, pas seulement de rester dans son coin, etc. Donc, je pense que ce cri de cœur, il est lancé. J'espère bien que les jeunes puissent l'écouter et puissent faire la lecture en plus des réseaux sociaux qui ne sera que complémentaire. En tout cas, le monde de la lecture semble mettre un bémol à la dictature des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Oui. Mariam Koulibaly a rencontré quelques acteurs majeurs du livre et sur la question témoignage. Oui. Le livre numérique, c'est, on va dire, la nouvelle tendance actuellement. C'est une sorte d'édition qui n'est pas sur papier et qui est numérique, comme son nom l'indique, ou livre électronique, et qui permet d'accéder à cette version numérique en ligne ou sur des tablettes, des terminaux, comme les ordinateurs et autres. Donc, il y a le livre numérique et il y a aussi les bibliothèques numériques qui sont un ensemble de ressources numériques organisées pour être exploitées par téléchargement, par lecture en ligne. Ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que même si c'est la tendance, le livre numérique n'a pas supplanté le livre papier. C'est-à-dire que ce n'est pas largement propagé, diffusé que le livre papier. Dans le meilleur des cas, on est encore à 13-15% de l'édition de façon générale. C'est-à-dire quand tu prends l'édition des livres de façon générale, 13% à 15% sont numériques dans le monde. Donc ça veut dire qu'on est encore avec 85% encore en papier. J'ai un peu du mal avec les livres électroniques. Parce que imagine quand on prend le téléphone pour lire un livre et qu'on reçoit des notifications, on est déconcentré. Ou bien, par exemple, avec le livre physique, quand je prends mon livre physique, je fais 1 heure de lecture et après, j'essaie de me distraire. Mais avec le livre électronique, la même distraction, ça sera l'écran. Donc, on a du mal à revenir encore à ce même livre. Donc, en tout cas, personnellement, je souligne encore personnellement, c'est pas très facile, mais je me débrouille bien quand même avec les livres électroniques. Les livres numériques, ça nous aide beaucoup parce que ça nous permet d'avoir accès à des données qui sont souvent payantes. Maintenant, ces données payantes-là, sans l'accès du numérique, c'est difficile. Surtout nous, dans notre contexte, nous sommes limités compte tenu de l'état du pays. Et puis, c'est transportable aussi. Contrairement au livre à la version papier, on est obligé souvent de venir ici pour avoir l'accès. Avec la version numérique, même si on se déplace, on a facilement l'accès.
Et aussi, ça nous aide aussi, nous, dans nos cadres de nos recherches. Facilement, on peut faire une comparaison des données et aussi l'exploitation aussi de ces résultats est facilitée aussi. Et l'intégration aussi dans la bibliographie. Et dans le cadre de la transmission de ces connaissances aussi, dans le cadre de l'enseignement, et ça facilite aussi. Je préfère les livres physiques aux livres numériques parce que les livres physiques favorisent une meilleure concentration dans les livres numériques. En lisant numériquement, on risque d'avoir on lit peut-être sur notre téléphone, sur notre iPad, on risque d'avoir des notifications qui vont favoriser le fait de moins être concentré. Et sur l'écran, on a tendance à scanner en fait la lecture, ce qui fait que on ne lit pas en profondeur, on est moins concentré, on a plus de fatigue physique, mentale, parce que l'œil doit constamment s'adapter à la lumière bleue et tout ça. Donc, pour tous ces facteurs, je préfère la lecture sur papier à la lecture numérique. Le problème même n'est pas la question du livre papier, du livre numérique. La question, en fait, c'est le goût de la lecture. Parce que quel que soit le format mis en place, aujourd'hui, on a des livres audio, on a des livres papier, des livres numériques. Mais quel que soit, en fait, les formats, il faut aux citoyens que le goût de la lecture soit cultivé. Donc, quand dans un pays, le goût de la lecture est cultivé depuis le plus bas âge, et moi je pense que c'est à partir de la famille qu'il faut inculquer ce goût. L'enfant qui aime lire, naturellement, va chercher le moyen, que ce soit papier ou numérique, va lire le texte dans la version qu'il veut. Donc, pour moi, la question, le problème n'est pas le format. N'est pas le format numérique, n'est pas le format papier. Mais le problème, c'est le goût de la lecture, c'est que les gens n'aiment pas assez lire. Donc, à chaque fois qu'un livre est publié, il faut quand même une population formée pour accueillir les livres, un média formé pour accueillir les livres. Pas forcément pour l'apprécier, mais même un média, quand il critique un livre, ça peut inciter des gens à vouloir acquérir les livres en question. Donc je pense qu'on doit reposer ou repenser la question du numérique. Le numérique n'est pas un problème, mais c'est le goût de la lecture. C'est que les gens n'aiment pas lire. Il y a une crise de lecture qu'il faut d'abord soigner. Ensuite, le numérique viendra penser le reste. Monsieur Dambélé, de votre côté, quel impact a eu l'avènement des réseaux sociaux ou l'intelligence artificielle sur les pratiques architecturales en Afrique? Oui, effectivement, j'en avais un peu chuchoté dans mon livre. L'impact, surtout de l'intelligence artificielle, c'est un challenge pour l'architecture. Normalement, ça devait faciliter notre travail. Mais comme on peut trouver des solutions toutes faites, n'importe qui peut se procurer un travail d'architecte, et puis etc. Donc les réseaux sociaux et tout ça, ça a facilité l'accès à des données, à des plans. On peut avoir tout aujourd'hui sur Internet et tout ça, et puis présenter à un client. Et c'est surtout c'est à cause de ça même que nous devrons être très prudents pour que nous ne soyons pas encore dans les grands désordres. Parce qu'il faut que celui qui fait une étude, ce soit un architecte et qui signe son travail, il en est responsable. Et le bâtiment doit être construit par rapport à cela. Et normalement, les réseaux sociaux, ça nous donne beaucoup d'exemples. Très facilement, ça peut même enrichir l'apprentissage. Mais ça ne doit pas remplacer le travail physique d'un architecte et tout cela. C'est ce que je pense. Fin de cette émission réalisée grâce à la grosse armada de l'ORTM pilotée par Famoussa Magassa et à la collaboration de la Bibliothèque nationale. Prochain rendez-vous dans un mois, Inch'Allah.